La nutrition, c'est pas l'unique chose qui permet d'être en santé. Par contre, vous verrez que c'est la chose sur laquelle on peut le plus influer. Les facteurs de santé naturels avec lesquels je travaille, ça va être la gestion du stress, le sommeil, l'activité physique, et puis donc la nutrition. Il y a des choses qu'on peut maîtriser, il y en a d'autres qu'on peut difficilement maîtriser. Si on est jeune parent par exemple, le sommeil, on peut le maîtriser. Si on a des événements dans notre vie, je sais pas, des décès, des ruptures ou des phases intenses dans le travail, on va avoir une montée de stress qu'on peut plus ou moins maîtriser. Par contre, la nourriture, on a beaucoup de leviers pour activer dessus et on peut les activer 3 fois par jour. Donc c'est pour ça que je me plais à parler énormément de nutrition, pas parce que c'est l'unique aspect de la santé, mais parce que c'est celui qui est le plus maîtrisable, quels que soient les contextes de vie, je dirais. Et puis là, on a en attendant Dalila en bas, j'ai juste regardé les petits magazines que vous aviez dans le hall d'accueil. Donc le qui était premier, bon c'est vieux, ça date de juin 2006, donc ça a 12 ans. il est jauni. Donc marqué alimentation, plaisir, santé, bien manger pour mieux vivre. Alors ça, ce genre de couverture, on voit que c'est de plus en plus. Vous allez dans les kiosques, alors là en plus c'est le moment de perdre des kilos pour rentrer dans les maillots de bain. Donc ça fleurit dans tous les bureaux de tabac et puis chez tous les buralistes. Mais c'est pas nouveau. Mais c'est pas un phénomène qui est très ancien non plus. On va dire c'est depuis 15-20 ans maximum. Avant l'alimentation c'était le plaisir. Et point. Ou alors, éventuellement, on allait regarder les valeurs nutritionnelles pour voir si on n'était pas en carence. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On est sur bien manger pour mieux vivre. Et plus l'époque avance, et il se passe pas une semaine sans que vous entendiez dans les médias, que ce soit à travers une newsletter à laquelle vous êtes abonné, sur une vidéo YouTube ou à la télévision, ou à la radio, que vous entendiez, telle découverte en nutrition permet de, un coup c'est sur le cancer, un coup c'est sur Alzheimer, un coup c'est sur Parkinson, un coup c'est sur le diabète, etc. Donc aujourd'hui ça pullule. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a des outils de recherche et de validation, mais surtout parce qu'on a été très loin dans les extrêmes, avec ce qu'on appelle la mauvaise nourriture. C'est-à-dire qu'il y a encore 2-3 générations, on va dire on avait des pathologies de manque, de carence, c'est-à-dire on perdait en quantité de nourriture même, et puis avec l'industrialisation et puis la hausse du niveau de vie, aujourd'hui ce sont des pathologies d'excès. Si vous regardez le diabète, le cholestérol, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, ce sont des pathologies d'encrassement, d'excès alimentaire. Donc il y a eu une translation. Et ces maladies-là, on les appelle des maladies de civilisation. Donc ce qui sous-entend indirectement que là où il n'y a pas la civilisation, il n'y a pas ces maladies. Donc ça laisse déjà à réfléchir sur les standards de nourriture qu'on pourrait avoir et qui sont généralement peu le fruit de notre libre arbitre. On a l'impression qu'on décide de ce qu'on mange, mais on est surtout le résultat et le produit d'influence. Alors les influences c'est quoi ? Tout simplement déjà c'est l'influence familiale. Souvent on va manger, cuisiner comme on a vu cuisiner et manger dans notre famille. C'est du mimétisme. Et ça, c'est pas propre qu'à l'alimentation. C'est-à-dire on apprend par mimétisme. Et souvent, on va avoir les préférences de loisirs, de hobbies qu'on a observés dans notre famille. On va s'habiller un peu comme dans notre famille. On va avoir le type de chauffage ou le prestataire comme notre famille. On va dire, c'est des choses qui sont un héritage. Mais il va y avoir une influence aussi qui est culturelle. Il y a pas j'ai ma famille, puis il y a la culture dans laquelle je suis, et puis il y a aussi l'environnement social. Je peux pas dire à telle ou telle strate de la société, puis évidemment je vais pas être en contact avec la même produit. C'est pour ça que par exemple si vous parlez d'alimentation biologique, il y a encore cette idée que c'est réservé plutôt à des CSP++ ou ce qu'on appelle les bobos, ou des écolos. Enfin, vous voyez, c'est des définitions de classes, de catégories d'individus. Mais du coup, on ne peut pas innover, créer, mettre en place des choses avec lesquelles on n'a pas été en contact. Donc, c'est-à-dire que nos préférences, surtout qu'on met derrière l'alimentation, on met plutôt la notion de plaisir, de partage, etc. Donc, c'est très bien. Mais il y a également la notion de santé. Elle est peu investiguée.
C'est-à-dire qu'on se retrouve pour des repas, on se fait plaisir. Là, c'est clair que vont pulluler les barbecues, qui vont être accompagnés par du rosé, des chips, des choses comme ça. Donc ce sont des moments très sympathiques, mais où l'alimentation a une place, je dirais, centrale. Et donc souvent on oublie le caractère d'hygiène et de santé à travers ces événements-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les proscrire. Le but c'est pas d'être un ayatollah de la nourriture, mais il faut savoir au moins quelle influence ça a. Si là on faisait de la prévention juste avant, si on a les outils pour savoir quelle influence a tel ou tel facteur, là on peut décider. Et c'est très récent, cette approche de l'alimentation-là, puisque avant on parlait juste de calories, puis on disait bah là manger calorique, manger de tout, et c'est bon. Aujourd'hui on se rend compte que ça va plus, que c'est pas suffisant, puisque le diabète explose, le cholestérol explose, l'obésité explose, à tel point qu'on relève les normes du IMC tous les 10 ans à peu près en Occident. Donc tout ce qui est lié aux pathologies alimentaires est en voie d'explosion. Donc aujourd'hui, on est dans une autre forme de prévention. Alors après, il y a une inertie avec tout ce qui a été enseigné il y a 40, 50 ans, mais qui est en train d'être largement balayé par tout un tas d'approches médicales différentes. Donc là, sur 1 heure et demie, le but, ça sera pas d'être exhaustif, d'être hyper technique et d'être chiant, parce que ça serait contre-productif, mais c'est d'essayer de balayer en surface, puis en allant sur quelques points de détail qui nous concernent tous au quotidien, quel est l'état des lieux de l'alimentation aujourd'hui, et qu'est-ce qui peut être fait au quotidien pour définir mieux notre alimentation. Alors là, je vais faire un exposé d'1 heure à peu près, et puis après on aura le temps d'échanger sur des questions pratiques. Donc ça, tout sera bienvenu, il n'y aura pas de questions superflues ou bêtes ou quoi que ce soit. Je suis là pour ça. Donc voilà, gardez-les en tête, ou vous pouvez prendre des notes si vous voulez, pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger derrière. Alors, j'ai divisé l'intervention en 3 parties. La première, c'est les fondements, les règles de base de l'hygiène alimentaire. Là, ça va être un peu physiologique. C'est la partie un peu théorique, mais on est obligé de passer par là pour savoir de quoi on parle. Après, c'est de parler un petit peu des additifs alimentaires, parce qu'ils sont surreprésentés aujourd'hui, donc il faut savoir un petit peu de quoi il en retourne. J'ai évoqué l'alimentation biologique en introduction, donc là c'est de voir qu'en est-il exactement. Et puis voilà, des exemples d'erreurs pratiques alimentaires et quelques règles de base. Donc là on sera vraiment dans le quotidien, dans le pratique. Donc c'est et puis les idées reçues, les pratiques à éviter, puis différentes recommandations. Alors, déjà le corps en tant que système, faut le voir voyez-le comme un moteur. Voilà, une machine qui marche. Et pour marcher, elle a besoin d'énergie. Qu'est-ce qui apporte cette énergie-là ? Je vous tends un énorme piège, vous serez tenté de me dire, l'alimentation. Ce matin, pour venir vous voir, j'ai fait 1h15 de route, et j'ai mis du gasoil dans ma voiture. Mais ce n'est pas l'énergie, c'est le carburant. Je n'ai pas bu ce matin, j'ai fait mon dernier repas hier à 19h, donc depuis, j'ai fini ma digestion peut-être à 21h, donc depuis 21h, je n'ai pas de carburant. Mais j'ai de l'énergie. L'énergie de notre corps, elle vient du repos. Si vous aviez fait nuit blanche, vous auriez peu d'énergie, quand bien même vous avez mangé un repas d'ogre ce matin, on est d'accord ? Ça, c'est capital à comprendre. C'est capital, parce que souvent on a le réflexe, je suis un peu fatigué, je vais manger. Et je vais vous expliquer, plutôt dans la 4e partie, pourquoi vous avez ce coup de boost, qui n'est en aucun cas lié à l'alimentation, mais plutôt pour une stimulation nerveuse. Mais c'est pas l'alimentation qui vous donne de l'énergie. C'est un carburant qui va générer après de l'énergie. Mais votre énergie, c'est le repos. Et de toute façon, vous le voyez très bien, cette notion-là, puisque j'ai oublié de préciser que je travaille énormément sur le jeûne, qui est une autre partie de la diététique. Donc je donne beaucoup de conférences, j'encadre des stages. En ce moment même, je réalise un documentaire dessus. Et donc on se rend bien compte qu'une personne qui s'abstient de nourriture solide et qui ne boit que de l'eau peut jeûner très facilement des dizaines de jours. La plupart d'entre vous, sans souci, pouvez jeûner 30 jours, sans séquelles physiologiques. Donc, et vous aurez de l'énergie. Et vous aurez de l'énergie. Donc, c'est là où on comprend que
l'énergie vient du repos. Et tant que j'ai de la graisse, de la réserve énergétique, je peux vivre. Puisque je vais utiliser les vitamines, minéraux, oligo-éléments qui vont être stockés dans les parties graisseuses. C'est ce qui se passe quand vous faites un régime amaigrissant, vous prenez moins de calories que ce que vous avez besoin dans la journée, mais le reste des calories va être puisé dans les réserves graisseuses. Par contre, à partir du moment où vous n'avez plus de réserves graisseuses, et ben là, votre énergie baisse. Et là, vous êtes fatigué. Et vous avez des troubles métaboliques. Ça, c'est sûr. Mais comprenez bien cette notion-là, que votre énergie, c'est le sommeil et le repos, et que l'alimentation, c'est le carburant. Et à partir de là, on peut commencer à raisonner sur la physiologie du corps. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carburant qu'est l'alimentation? Des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des enzymes. Ça, ce sont les micronutriments, qui sont répartis dans 3 catégories de macronutriments, que vous connaissez tous, les protéines, les lipides et les glucides. Alors, vous le voyez, hein, derrière toutes les étiquettes alimentaires, vous allez voir la teneur en vitamines, en minéraux, oligo-éléments, et puis la répartition, généralement en pourcentage, de protéines, lipides et glucides. Alors, je vais vous présenter plein de cas, parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'avec les alimentations santé, vous entendez tout et son contraire, et des modes alimentaires complètement disparates qui se montrent d'avoir les mêmes effets. Alors, évidemment, il y a du marchandage derrière, il y a du marketing, mais il y a aussi de la réalité. Mais on en devient fou à s'arracher les cheveux. Quand je reçois des gens en conseil, j'ai une bibliothèque, j'ai à peu près 200 livres sur la nutrition, je leur dis, voilà, il n'y en a pas un qui dit la même chose que l'autre. Et il y a une vérité qui transcende tout ça. Eh ben, c'est vous. Votre particularisme est ce qui fait que vos besoins sont différents de ceux du voisin. Parce que vous avez une génétique différente de lui, vous avez une histoire qui est différente de lui, une activité physique qui est différente, un sommeil qui est différent, un travail qui est différent, une capacité d'absorption différente, une capacité d'assimilation différente, etc., etc., etc. Et puis, selon les génétiques et donc l'épigénétique, c'est-à-dire la génétique définie par notre hygiène de vie, ce qu'on reconnaît aujourd'hui et ce qu'on reconnaissait pas il y a 40 ans, c'est que notre génétique, dans l'expression de ce qu'on vit, la génétique est en gros pour 20-30%, et tout le reste c'est ce qui est défini par nos habitudes de vie. Et ça, on le remarque très facilement avec les jumeaux. Les jumeaux qui viennent du même œuf ont la même génétique. Et il y en a qui vont développer des particularismes ou des maladies et pas l'autre. Donc, ça nous prouve bien que la génétique ne fait pas tout. Et souvent, les gens qui me disent, je fais du diabète, mais cette famille, comme ma maman, comme ma sœur, etc. Je dis sans doute que ton diabète, c'est peut-être aussi parce que tu manges comme ta maman et ta sœur. Et si on adaptait une autre alimentation, et là on en revient à ce que je vous disais en introduction, où l'alimentation est essentiellement une influence extérieure, en l'occurrence là une influence familiale. Donc c'est important de garder ça en tête, que quand on dit je suis comme ça parce que génétiquement c'est plus souvent par un héritage d'habitude que par un héritage génétique. Alors, quels sont nos besoins en énergie grâce à leur combustion? Donc le carburant. Ça va dépendre des personnes. C'est-à-dire qu'une femme un peu fluette, sédentaire, elle aura peut-être besoin de 1400 calories. Et donc il travaille derrière un bureau, et puis voilà, qui pèse 45-50 kilos. Et puis un travailleur, va dire en extérieur, qui va poser, qui va être sur les lignes, etc. En hiver, et puis qui fait 80 kilos, lui il aura peut-être plus besoin de 2500 calories. Donc ces calories-là, elles sont propres à chacun, mais je dirais que ça c'est une école qui est très ancienne de travailler sur les calories. D'ailleurs, vous ne comptez pas les calories. Il n'y a plus grand monde qui compte les calories aujourd'hui. Mais c'est ce que vous voyez, c'est pour que je vous explique, c'est le volume énergétique dégagé par l'aliment au niveau de sa combustion. Donc pareil, sur les rations alimentaires, pareil, vous avez des besoins spécifiques. Les vitamines et minéraux, ça c'est des besoins en matériaux, parce que l'organisme a une capacité à les synthétiser, à les créer, mais pas tous. Donc vous en avez différents. Ceux qu'il faut retenir qui sont importants, c'est potassium, sodium, magnésium et calcium. Puisque c'est ce que vous voyez souvent sur vos prises de sang, d'ailleurs, ça ressort systématiquement. Ce sont des minéraux qu'on dit alcalins, alcalinisants, c'est-à-dire qu'ils ont une influence sur le pH des tissus du corps. Et retenez que toute pathologie
toute pathologie se développe sur un terrain acide. C'est ce qu'on voit, le cancer prolifère, les cellules cancéreuses prolifèrent sur des terrains acides. Enfin, toute pathologie, une tendinite, toute pathologie en HIT, on sait que c'est inflammation, donc acidification derrière. Toutes les pathologies, c'est pas 99,99%, c'est 100% des pathologies se développent sur un terrain acide. Donc, retenez que les éléments alcalinisants qui vont tamponner cette acidité, c'est calcium, potassium, sodium, magnésium. D'ailleurs, vous avez un geste tout simple qui vous le rappelle. Quand vous faites du sport, vous avez des courbatures, on vous dit de manger une banane. Pourquoi la banane? Parce qu'elle est ultra riche en potassium. Donc ça va venir tamponner l'acide lactique qui a été produit par le métabolisme en situation de sport. Retenez bien ces quatre minéraux-là, et on redétaillera après. Alors voilà des exemples extrêmes dans ce que je disais. Le jeûne, donc j'en ai parlé, donc c'est-à-dire ne boire que de l'eau. Et puis là, c'est Michel Lolito dit Monsieur mange tout. Donc vous voyez l'avion là qui est derrière, l'avion de tourisme, il l'a mangé en entier. Il l'a vraiment mangé en entier, mais tout, hein. Tableau de commande, l'hélice, il l'a vraiment mangé en entier. Là, vous le voyez, il mange un carburateur. Enfin, ça a pas de sens. Bon, c'était quelqu'un qui faisait ça dans les cirques, hein. Il développait, mais il a mangé des vélos, des cadres, etc. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Ces deux exemples extrêmes pour dire, c'est pas parce qu'on a une capacité à mettre n'importe quoi dans les intestins, y compris que de l'eau, que c'est ce qu'on doit faire. Monsieur mange tout, on aurait pu dire Monsieur poubelle aussi. Alors c'est pour ça, des fois, quand on dit, il y a certains individus que je conseille, ils disent, ah oui, mais l'homme est omnivore. Moi, quand j'entends omnivore derrière certaines personnes, j'ai l'impression de voir une poubelle. C'est pas parce qu'on peut tout mettre dans l'intestin que ça passe. Je peux si je mets 80% de gasoil, je peux mettre du sirop de fraise dans mon réservoir d'essence, hein, ça va marcher. À quel prix? Jusqu'à quand? Eh ben, un moteur, c'est un moteur. Un système, c'est un système. Donc, il y a des choses qui sont physiologiquement acceptables et d'autres non. Donc ça fait écho à tout ce qu'on va voir chimique après. Donc, c'est pas parce que ça passe et que vous pouvez le digérer théoriquement et même pratiquement que c'est bon pour vous. Jeûner toute sa vie, ça s'appelle l'inanition de la famine et vous allez en mourir. Manger uniquement ce que lui il mange, bon, si vous ne perférez pas les intestins, déjà c'est bien, mais évidemment ça ne vous amènera rien. Donc, vos intestins sont à un endroit qui doivent recevoir une nourriture spécifique. Quels sont nos besoins réels? J'en ai parlé un petit peu sur les facteurs influents sur la santé. Manger, dormir, boire, respirer, penser. Vous l'avez vu, on peut se priver de nourriture pendant plusieurs dizaines de jours. On peut se priver de sommeil pendant plusieurs jours. On peut se priver de boire aussi pendant quelques jours. Respirer quelques minutes et penser, allez, on va dire quelques secondes. Voilà. Ça, c'est pour remettre les choses en perspective. Les organes de digestion. Alors là, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures et des heures. Il y a des études merveilleuses qui sont sorties sur les récepteurs, les papilles. Sont des milliards de cellules. Des milliards de cellules. Il n'y a pas plus développé. C'est-à-dire que nos sens gustatifs sont des millions de fois plus développés que notre sens visuel. C'est-à-dire qu'on a une capacité à identifier des aliments, mais incroyable. Et là, on le doit à des chercheurs en biochimie, c'est vraiment fascinant. Donc, le premier organe de digestion, c'est les yeux. On envoie des informations au cerveau qui reconnaît l'aliment qu'on a déjà mangé, et il y a déjà une préparation des enzymes. Ensuite, la bouche, mastication, on emmène les enzymes salivaires, on commence à déchiqueter, à broyer les aliments. Alors, je vous rassure, on est tous déficients sur la mastication, mais si vous voyez les animaux qui mangent, souvent il y a mastication, sauf les carnivores qui gobent tout cru, mais parce qu'ils ont un estomac qui est extrêmement acide, plus acide que le nôtre. Et ensuite les intestins, qui vont réguler l'assimilation et l'évacuation par les selles, et puis le foie qui va assimiler et synthétiser. Parce que je vous ai parlé de vitamines, de minéraux qui pouvaient être créés par le corps, c'est au niveau du foie. Voilà, donc on vient compenser et créer. C'est le cas de la vitamine D, par exemple. Elle est synthétisée par le foie par rapport au soleil,
cholestérol sanguin, la peau. C'est pour ça qu'il faut vous découvrir beaucoup et vous mettre au soleil et pas mettre de détersif après comme du savon une demi-journée après, sinon vous empêchez la fixation et la synthèse, surtout de la vitamine D, ce qui explique bon nombre de carences, outre le fait qu'on s'expose moins au soleil. Et voilà, ça donne des clés de compréhension. Ça vient très peu de l'alimentation, la vitamine D. Il y a quelques, voilà, pour ça qu'on donnait avant l'huile de foie de morue, etc. Mais c'est un peu, il y en a qui aiment, hein. Donc là, je vous ai mis un petit schéma, mais voilà, je préfère vous donner, je vous enverrai le PDF. Comme ça, vous regarderez. Donc là, il y a tous les détails, si ça vous intéresse. Donc là, voilà, il y a des sucs salivaires, des sucs gastriques dans l'estomac. Dans le duodénum, il y a les sucs pancréatiques, voilà, qui sont alcalins. Voilà, différentes choses qui se passent dans l'intestin grêle, où il y a l'assimilation. On va passer rapidement. Alors, les organes d'élimination, et ça, c'est capital. C'est capital à comprendre, puisque si on ingère des choses, on va rester sur la métaphore de la voiture, il y a une combustion du carburant, il y a une élimination par l'échappement. Le gaz d'échappement sort, c'est le produit de cette combustion. Donc l'activité métabolique de manger, elle va générer des déchets. Ce qui n'est pas grave, parce qu'on est prévu pour ça, on a des organes. C'est les reins qui filtrent les liquides, la peau qui élimine par les pores, transpiration, les intestins qui vont éliminer les solides par les selles et les poumons qui vont renouveler les gaz. Mais on a une capacité, c'est toujours pareil, limitée à éliminer. Tout organe, tout moteur, toute fonction a une capacité limitée de travail. Et quand on atteint cette limite, on met ces organes en surfonctionnement. Et vous aurez remarqué qu'il y a de plus en plus d'infections urinaires, de plus en plus de dialyse, de plus en plus de psoriasis, d'eczéma, de plus en plus de rectocolitène hémorragique, de constipation, de diarrhée, de syndrome du côlon irritable et d'infections pulmonaires. Parce que l'organisme est encrassé. Et ces organes qui sont des filtres, ce qu'on appelle émonctoires, se retrouvent à avoir atteint leur capacité limite d'élimination. Donc il y a saturation, et le corps s'adapte et décompense comme il peut. Et c'est pour ça que vous voyez des ados qui vous disent, par exemple, moi j'ai pas de chance, j'ai de l'acné. Sauf que ils vont vous dire en même temps, quand je mange des sucreries, de la charcuterie et du Nutella, j'ai des boutons. Alors c'est quoi? C'est une fatalité? Ou c'est déjà le produit d'une activité métabolique dysfonctionnelle? Vous avez évidemment votre réponse. Même chose pour les gens qui font des infections urinaires à répétition, puis qui vous disent à chaque fois que je prends du vin blanc, j'ai une infection urinaire. À chaque fois que je fais ci, j'ai ça. Oui, parce que c'est bourré d'acide. Ça vous permet de faire le lien avec tout ce que je vous dis. Vous allez tisser des liens avec tout ce que je vous donne un peu en vroc, vous en faites pas, ça vous paraître logique. Et les intestins, c'est la même chose, si c'est bouché, vous mangez du pain, des choses, vous regardez comment ça se comporte, c'est collant, ça ne peut que congestionner les intestins. Et pour les poumons, il y a des aliments qui sont dits mucogènes, et puis après, vous avez la pollution, vous avez la cigarette ou d'autres choses. Donc ça, c'est capital, d'avoir des organes éliminatifs fonctionnels. C'est d'ailleurs pour ça que les gens jeûnent. Pour autolyser ces organes et les remettre en bonne définition. C'est pour ça que vous voyez la mode des cures détox, parce que ça ne travaille que là-dessus. Mais en gros, c'est quoi? Ça s'appelle faire la vidange. Là, il faut que j'aille changer dans 5000 km ma courroie de distribution. Si je le fais pas, ça pète. Si je fais pas ma vidange tous les 30 000, je risque de fracasser mon moteur. On l'entend pour n'importe quel type de moteur. On fait aussi la révision de l'extincteur, mais on ne le fait pas sur le corps humain. Donc on va faire des analyses périodiques. Donc ça, c'est comme si on branchait la sonde sur la voiture. Voilà, des bilans sanguins. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait pour la machine? Si on entrevoit l'alimentation uniquement pour son aspect plaisir et plus sur l'aspect besoin, on risque, fatalement, de tomber dans un encrassement. Tout ce qui fait les pathologies modernes dites de civilisation, ce n'est que ça. Encrassement de ces organes filtres. J'aurais pu rajouter le foie aussi. Il a 400 fonctions métaboliques, le foie, donc on pourrait le mettre presque partout. Il faut le voir comme le directeur du corps humain. Mais rendez-vous compte qu'on a une immense chance, c'est que vous voyez bon nombre de personnes qui ont des opérations du foie, c'est 2 lobes, le foie. On peut faire une ablation d'un lobe et il repousse. Vous vous rendez compte de la merveille dont on dispose? C'est quand bien même on n'aurait pas compris comment le corps fonctionnait,
Il y a des capacités d'adaptation. Mais n'attendons pas d'aller dans des schémas où on se retrouve à avoir ces organes-là bouchés, parce que là, c'est sûr que ça commence à clignoter rouge. Mais si ça clignote rouge, j'ai plusieurs solutions. Là, par exemple, j'ai un voyant qui clignote depuis 3 semaines sur ma voiture. C'est feu arrière gauche. Bon, ça clignote orange. Alors j'ai 2 solutions. Déjà, celle que je fais, je dis, j'attendrai d'avoir le temps de le changer, mais je suis averti. Mais alors imaginons que il y a quelque chose qui clignote rouge. Défaut d'huile ou manque. Alors, ça clignote. Je peux prendre la notice et voir à quoi ça correspond, parce que je connais pas tous les voyants. Donc là, imaginons que vous ayez par exemple des problèmes de peau, des boutons qui sortent. La notice corporelle, elle existe, mais vous l'avez pas, elle est rarement enseignée. Alors vous avez deux solutions. Moi, dans mon cas, je pourrais dire le voyant rouge. J'enlève le fusible. Il clignote plus. J'ai plus de problème. J'ai plus de problème ou j'en ai encore un? Il est toujours là mon problème. C'est juste que je n'ai plus l'indicateur. Mon petit bouton, je peux dire, je vais mettre une petite pommade à la cortisone dessus. Et c'est à chacun de voir. Est-ce que ça change? Est-ce que la cause véritable de mon problème de peau a été investiguée? Même chose si j'ai de la diarrhée, si je prends un Smecta. Ou si j'ai une infection urinaire et que je prends des antibiotiques. Ça permet de nous sortir d'une situation aiguë, inconfortable, mais est-ce que la cause a été investiguée? Moi, si j'amène pas ma voiture chez le garagiste, ou si j'entreprends pas moi-même quelque chose, forcément que ma voiture, elle va en pâtir. N'importe quel système, n'importe quelle alerte virus sur mon ordinateur, n'importe quel signal nous témoigne quelque chose de dysfonctionnel. J'en prends la mesure ou pas, mais forcément, il y aura des conséquences à mon action ou à ma non-action. Ne prenez pas pour anecdotique quelque chose qui peut vous paraître banal, c'est un signal. Des reflux gastriques, des petites croûtes au coin des yeux au réveil, des pellicules, de l'acné, une peau grasse, une peau sèche, la diarrhée, la constipation, des infections urinaires, des éruptions cutanées, des douleurs articulaires. Ce ne sont pas des choses normales, ce sont des choses qui se signalent à vous, et ça ne peut que s'amplifier si la cause dans l'hygiène de vie n'a pas été investiguée et modifiée. Alors, quelle est l'alimentation physiologique de l'humain? D'un point de vue fonctionnel et structurel, c'est structurel. Fruits, légumes, graines, céréales et algues. Mais vous allez voir que c'est plus subtil que ça, évidemment. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que nous avons une flore qui est, on va dire, de fermentation. Un intestin qui est très long, fait pour faire fermenter les végétaux. À la différence des carnivores, par exemple, qui ont des systèmes très courts pour déclencher des phénomènes de putréfaction. Voilà, aussi plusieurs acidités dans l'estomac, etc. Mais, si vous regardez ça, c'est théorique. Donc j'ai mis fruits, légumes, graines, céréales, algues. Qu'est-ce que je mets dans les graines? Ça va être les oléagineux, les tournesols, graines de courge, noisettes, amandes, noix de cajou, noix de Grenoble, noix de macadamia, etc., etc. Mais ça, c'est un aliment qui n'est pas physiologique. Les céréales. C'est absolument non physiologique. Pour quelle raison? C'est plus l'apanage des granivores, donc que sont les oiseaux et les rongeurs, et ça comporte énormément d'éléments acidifiants et irritants, congestionnants. C'est une alimentation de famine et de subsistance dans toutes les civilisations. Donc ça a permis l'extension de civilisations, certes, mais c'est très pauvre en nutriments et c'est surtout riche en antinutriments, notamment l'acide phytique. Bon, c'est un peu technique, mais ça bloque l'assimilation, notamment des minéraux. Donc au lieu d'avoir du magnésium, vous avez du phytate de magnésium, au lieu d'avoir du calcium, vous avez du phytate de calcium, au lieu d'avoir du potassium, vous avez du phytate de potassium, etc. Sauf si vous le faites tremper, 8 heures ou 10 heures, et que vous le faites germer, et là, dans votre eau de trempage, vous n'avez plus d'acide phytique et d'inhibiteurs d'enzymes. Et là, vous augmentez le potentiel de vos nutriments, vous pouvez multiplier jusqu'à x10 la teneur en magnésium. C'est pour ça qu'il y a une grande effervescence sur les graines germées et autres, et que traditionnellement, on a fait toujours tremper les graines avant. Mais de la même façon que si vous faites du jardin, vous vous rendrez compte que vous ferez sortir de terre plus vite vos graines si vous les avez fait germer
ou pas avant. Mais là, vous êtes plus sur une graine, vous êtes sur une plante en devenir. Donc on se retrouve dans la catégorie des légumes et des fruits. Est-ce à dire que l'homme est végétarien? Moi, je le dis pas. Par contre, s'il mange des produits animaux, l'homme doit s'adapter en fonction de son système digestif. On va être pareil. Rappelez-vous que nous sommes élaborés personnellement en fonction d'habitudes, de réflexes et de références culturelles. Ok? Donc ce que je vais dire là, vous allez dire mais en fait c'est juste parce que vous l'avez vu ou entendu différemment dans votre existence. Si vous regardez un carnivore, qu'est-ce qu'il va manger dans un animal? Jamais les tissus, les chairs, jamais. Ça c'est les charognes plutôt. Mais ça va être davantage les organes spongieux, les viscères. Ça va être le foie, ça va être le cœur, ça va être les poumons, ça va être les intestins, tellement la cervelle, etc. Et ça, c'est physiologiquement adapté à l'humain, puisque c'est extrêmement riche en nutriments, et étant donné que ce sont des organes spongieux, l'acide chlorhydrique qu'on a dans l'estomac arrive à le décomposer, quand bien même il n'est pas très acide. Par contre, pour tout ce qui va être tendons, ligaments, muscles, ça va être très compliqué. Et là, on est obligé de recourir à des procédés. Alors, si on mange cru, faut qu'on mastique. Sinon, il faut qu'on cuise, qu'on ramollit, qu'on fasse tremper. Enfin, regardez tous les concepts qu'on doit mettre culinaires, généralement, pour préparer de la viande qui est extrêmement acidifiante, puisqu'elle contient du soufre, et qu'elle génère beaucoup de l'azote, et qu'elle génère énormément d'acide. Urée pour le foie et acide urique. On en revient pour les reins. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc plutôt des organes internes. Moi, je sais que j'ai pas de problème avec ça parce que je viens d'une famille de chasseurs, donc j'ai toujours vu des choses pendues dans la cave ou voilà dans les écuries ou avec on voyait les abats. Et d'ailleurs, c'était ce qui était le luxe pour les chasseurs. C'était préférentiel. Mais il y a eu une distorsion. Et puis sinon, le gras animal est très neutre. Le gras animal est très neutre, n'est ni acide ni alcalin, mais est neutre. Donc c'est-à-dire les couches de graisse que vous trouvez sur le canard, sur le bœuf, sur n'importe quel animal. Ça, ce sont des aliments neutres qui ne perturbent pas la digestion. Et puis il y aura quoi d'autre? Les œufs aussi. Les poissons sont vraiment à prendre avec une grande attention. Je dirais que les gens qui ont vécu en bord de mer et qui génétiquement peuvent être portés à avoir une consommation régulière dans leur famille, s'adaptent aux poissons, sinon ça déclenche des putréfactions. Il suffit juste de sentir une odeur de poisson pour se rendre compte qu'il y a déjà une putréfaction du poisson, et dans notre système digestif, c'est assez compliqué. On reste maquereaux, sardines, harengs, des petits poissons gras très riches en oméga 3, qui peuvent être consommés, sinon on restera plus sur des produits animaux, on va dire des organes spongieux internes, et sur les œufs. Qu'en est-il des produits laitiers? J'y reviendrai tout à l'heure, en détail. Chaque chose en son temps. Phénomène très important à connaître, ce qu'on appelle la leucocytose digestive. Donc, si je consomme plus de 50% d'aliments cuits dans un repas, je déclenche ce qu'on appelle une leucocytose digestive, c'est-à-dire une production de globules blancs en réaction au bol alimentaire que j'ai consommé. Donc, on va parler tout de suite des gens convalescents, malades, qui ont besoin de leurs globules blancs, qui sont les défenses de l'organisme. Eh bien, il y a tout intérêt à manger davantage d'aliments crus pour pouvoir laisser notre système immunitaire en place. Et quelque part, c'est cohérent. Si vous regardez tout le règne vivant autour de vous, il n'y a aucune autre espèce que l'humain qui modifie ses aliments. Nous, on fait cuire, griller, rôtir, mariner, etc., etc., etc. Et on perd à la cuisson tous les micronutriments que je vous ai présentés. Alors tous, pas tous, c'est suivant la cuisson. Mais par exemple, à partir de 40 degrés, vous commencez à dégrader la vitamine C. À 52 degrés, vous n'avez plus d'enzymes. À 90 degrés, vous n'avez plus de vitamines. À 110 degrés, vous n'avez plus de minéraux. Donc toutes les cuissons qui sont supérieures à 110 degrés vous cassent tout votre rapport énergétique. Donc vous aurez quand même des protéines, des lipides, des glucides, mais ce sont des aliments entre guillemets inertes. Et qui déclenchent souvent ce qu'on appelle des réactions de Maillard, donc des molécules des caramélisations de protéines,
qui sont des molécules cancérigènes. Donc, tout ce qui est grillade, friture, ça ne peut pas être autre chose que toxique physiologiquement parlant. Ça peut être bon, ça peut être appétissant, ça peut être agréable à l'odeur et au goût. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, aujourd'hui, on sait que c'est physiologiquement toxique. Alors, pourquoi l'alimentation est si différente? Bon, on l'a déjà dit un petit peu. Il y a les réflexes, la culture, l'habitude, les a priori, le poids de l'héritage, et puis la peur de changer. Et je rajouterais aussi une chose, c'est qu'on mange souvent plus avec notre tête ou nos émotions qu'avec nos véritables besoins. On le fait tous, hein, un petit coup de stress, une sucrerie. Un petit coup d'angoisse, une sucrerie. Et il y a des fois même on est tellement angoissé qu'on peut plus manger. Donc on est en pilote automatique, mais jamais vraiment en écoute de ses besoins. Et puis souvent on mange, on n'a pas faim parce qu'il est 12h30, parce qu'il est 13h, parce qu'il est 19h, parce qu'il est 19h15. C'est un réflexe conditionné. Et puis souvent on va même dire, si ça gargouille, j'ai faim. Et puis si on n'a pas la possibilité de manger, 2 heures après, on n'a plus faim. Alors ça doit nous laisser interrogatif aussi sur le fait que normalement, si c'était une vraie faim, elle devrait énormément grossir, cette sensation de faim. Or, elle s'évanouit. Ça, on le verra en 4e partie. Donc, tout ce qu'on croit connaître sur l'alimentation, c'est plus des réflexes et des héritages, que davantage, je dirais, l'expression d'un libre arbitre. Ça fait toujours plaisir de manger, de boire, mais si on enlève le plaisir, c'est le contexte de plaisir, peut-être qu'on n'aurait pas faim. Je dis pas qu'il faut enlever la notion de plaisir, c'est pas ça que je dis. Je dis par contre, pourquoi on mange. Faites l'expérience par exemple à midi de voir si vous avez vraiment faim, si vous avez l'appétit ouvert. Alors, ça nous renvoie sur différentes notions qui sont presque philosophiques. La différence entre l'envie et le besoin, la survie et la vie, la bonne santé, la superforme. Et je précise que chacun a le droit d'avoir envie de ce qu'il veut. Voilà, c'est des notions théoriques. Peut-être que ça nous fait plaisir de manger une rosette avec un verre de vin rouge ou de vin blanc, il n'y a pas de souci. Et de quoi on aurait besoin sur le moment. Voilà, c'est juste ces notions-là. Puis après, on navigue dans tout ça. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de monacal et puis de hyper rigide, dogmatique. C'est pas ça. C'est de se dire, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il sera vertueux d'être systématiquement dans le plaisir? Est-ce que de temps en temps, je peux pas me relier à mes besoins? C'est juste ça. Parce que là, on est en France, les occasions d'être dans le plaisir avec l'alimentation, je dirais qu'elles sont marquées tout le temps. Hein. Donc là, je disais, il va y avoir les barbecues, il va y avoir le départ en retraite, il va y avoir le départ en vacances, voilà, on va fêter la fin des vacances. Pendant les vacances, youpi. Après, on va se retrouver avec les collègues au mois de septembre. Hop, on refait une petite bouffe. Voilà. Après les fêtes de fin d'année, j'en parle même pas. Donc il va y avoir Noël, le jour de l'an, on s'invite, on se réinvite. Après la galette des rois. Après Pâques. Enfin bref, c'est marqué tout le temps. Et puis on sera tout le temps dans le plaisir pour dire, il y a toutes les occasions de se faire plaisir avec les amis, les collègues et la famille. Et en dehors de tout ça, à quel moment on est sur les besoins? C'est compliqué. Là, en ce moment, il y a la Coupe du Monde, donc une petite bière sur le canapé avec des chips et des cacahuètes. Enfin, voilà. Il y a toujours... les additifs alimentaires. Alors là, c'est une grosse partie. J'ai sous-titré « Qui sont-ils ces minuscules ?» Parce que c'est vrai que il y a une obligation légale. Derrière, comme là-dessus, il y a une obligation légale. Mais par contre, sans caractère 6, faut avoir les yeux, des yeux d'aigle, hein, pour lire. C'est pareil, c'est mentionné, mais il n'y a pas grand monde qui les lit. Et puis si on arrive à les lire, c'est des noms en charabia, donc oui d'accord, et donc E454 monoglucidique de... Bon d'accord, je fais confiance et j'achète et je pense que c'est bon. Donc les additifs alimentaires, on les retrouve partout, aliments, cosmétiques, médicaments. Pourquoi j'ai précisé cosmétiques? Je vous ai parlé tout à l'heure de la peau comme organe d'élimination, parce qu'on fait rentrer de la sueur, mais par exemple, si vous avez une douleur articulaire, vous mettez une pommade, ça va vous soulager. Donc ça montre aussi que la peau est une porte d'entrée. Donc ça va se retrouver dans la lymphe et dans le sang, dans les tissus, et ça va circuler. Tout ce que vous mettez sur votre peau va finir par être filtré par votre foie. C'est pas anecdotique. Donc c'est pour ça que vous voyez aussi des émergences de cosmétiques naturels, biologiques, etc., parce qu'on constate de nombreux dérèglements. Je vais vous raconter une anecdote sur surtout qu'il y a pas mal
de femmes, et même sans ça, personne qui avait eu récidive de cancer du sein, cancer du sein, puis on travaillait sur l'alimentation, et avec la chimiothérapie, elle a eu un foie qui a été assez épuisé, parce qu'évidemment, vu que ce sont des produits très agressifs pour les cellules cancéreuses, ça demande beaucoup de travail au foie. Donc c'est pour ça que souvent les oncologues, les cancérologues demandent aux gens d'avoir une hygiène de vie adaptée, parce que le foie a fort à faire. Et donc on travaillait en effet sur ce foie. Elle avait des migraines récurrentes, qui sont généralement le fruit d'une activité hépatique, que ce soit vésicule biliaire ou foie surchargé. Et puis je refais un bilan, on se voyait tous les 2-3 mois, et puis elle me dit j'ai eu de grandes migraines là à ce moment-là, ce week-end-là, d'accord. Et elle me dit je sais de quoi c'est, mais je vous laisse voir. Alors, je dis qu'est-ce que vous avez mangé, que vous avez dormi, enfin bref, je vois rien. Elle me raconte l'anecdote que elle était avec une amie, puis ils ont été les deux dans un salon cosmétique bien-être féminin, comme il y en a beaucoup. Et elle s'est fait mettre du vernis à ongles permanent. Et quelques heures après, elle a déclenché de grosses migraines. Donc elle prend différentes choses, rien ne passe, puis ça s'intensifie. Et là, elle se rappelle qu'elle a déjà eu cet épisode-là après avoir fait poser du vernis à ongles. Donc elle retourne vers la personne pour enlever donc elle prend des produits abrasifs, donc elle gomme, et là, 4-5 heures après, plus de maux de tête. Pourquoi ? Parce que les fixateurs pour le vernis à ongles contiennent des métaux lourds. Et que les ongles sont irrigués par des microcapillaires sanguins, et donc ça fait repartir dans son sang, c'est filtré par le foie. Alors elle l'a énormément ressenti. Pourquoi ? Parce qu'elle a un foie qui est en saturation, comme ce que je vous expliquais, donc tout est exacerbé. Mais je veux dire, c'est quand même toxique pour 100% des gens. Sauf que elle, sa saturation était intense. C'est pour ça que des fois, vous verrez, moi, quand je mange ça, j'ai pas mal, alors que Gustave, lui, il a mal. En fait, c'est sa limite de saturation. On est tous différents. Il faut voir comme des jauges qui se remplissent et qui se vident. C'est pour ça que, une chose sera agressive pour l'un, et sans impact apparent pour l'autre. Mais il y a évidemment un impact, sauf que, ça déborde. C'est la même chose que de dire, voilà, j'ai de l'eau, je veux remplir ces 2 bouteilles, je peux en mettre tant que je veux, jusqu'à ce que ça déborde. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, mais quand il y a une chose est toxique, on ne l'est pas. Et puis après, on a la capacité à la réguler ou pas. La santé, c'est juste ça. C'est pour ça que si on parle juste de notre expérience personnelle, c'est un peu compliqué de se dire qu'on a raison. Vous voyez, quand je fais ça, je mange pas. Mais quelle est notre capacité à compenser ? Et là, je vous parlerai de particularisme, de morphotype, et d'individus qui arrivent à bien compenser par rapport à différentes hygiènes de vie ou pas. De la même façon qu'il y a des gens qui vous disent, moi je mange ce que je veux, je prends rien. Oui, mais tu fais 40 km de vélo tous les jours, donc tu brûles les calories. Ou alors tu as un métabolisme très haut, vous voyez, rien que ça. Ou alors tu as des organes éliminatifs, tu as des reins très gros, très fonctionnels, un foie hyper fonctionnel, des intestins qui marchent très bien, et une peau avec les pores bien ouverts qui font sortir. C'est tout ça. C'est tout ça qui permet de faire. Donc c'est un petit exemple bête, mais ça va être même chose pour les shampoings et le cuir chevelu, à dire j'ai le cuir chevelu irrité. Prends des shampoings pour bébé, ça l'est plus. Mais c'est quand même un shampoing irritant. Sauf qu'il y a une inflammation au niveau du cuir chevelu, qui est plus développée chez toi que chez l'autre, mais ce sont des shampoings irritants pour tout le monde. Je pense que vous avez déjà tous vécu des épisodes comme ça. Il y a des gens qui vont prendre des savons pH neutre parce que leur peau est plus acide que les autres, mais c'est quand même un savon qui est acidifiant de manière générale. Donc les additifs alimentaires, on les retrouve donc aliments, cosmétiques, médicaments. Ce sont des noms complexes dérivés de molécules. C'est impossible pour le grand public de s'y retrouver. Ça, c'est clair que si vous n'êtes pas éduqué à ça, c'est compliqué. Donc les études sont faites sur des animaux avec un seul additif à la fois. Sauf que nous ne sommes pas des animaux, puis que généralement, on en prend plusieurs à la fois. Il suffit de regarder les aliments. Un adulte peut consommer jusqu'à 7 kg d'additifs par année. Alors, je vous donne des chiffres. Tous les chiffres que je vous donne sont les chiffres officiels de l'OMS. Donc l'Organisation mondiale de la santé. Donc logiquement et naïvement, on se dit que si un produit est mis sur le marché, c'est qu'il est nécessairement bon sur la santé. Naïvement. Il y a 100 000 produits chimiques qui circulent légalement dans l'environnement, que ce soit les produits phytosanitaires,
de l'agriculture ou alors dans le commerce alimentaire. Eh ben, il y en a 900 qui ont été évalués, seulement. Et sur ces 900, il y en a 50% qui appartiennent au groupe 3, c'est-à-dire inclassables. On ne sait pas ce que c'est. Donc, en définitive, sur 100 000 produits mis en circulation, il y en a 450 qui sont identifiés. Donc, ce sont de gros points d'interrogation. Alors, pourquoi ? Si vous regardez les réglementations européennes, c'est très long, c'est très complexe, c'est très défini comme règle. S'il y a 100 000 produits chimiques, il faudrait qu'il y ait des commissions indépendantes avec des experts qui analysent les 100 000 produits chimiques dans différents niveaux pour pouvoir rendre un rapport. C'est matériellement impossible. Ou alors il faudrait qu'on paye 50 000 € d'impôts par an tous pour payer les chercheurs, les analyses, etc. Donc on se base sur la bonne foi des fabricants de produits chimiques et sur les études qu'ils apportent. Alors à vous d'être naïf ou pas, en pensant que les études sont faites de bonne foi ou non. C'est pour ça que vous verrez des gens qui vont vous dire le Roundup, il n'y a pas de souci. Ça détruit tout à 5 mètres autour, tout le vivant, il n'y a plus rien, mais ça risque rien pour l'homme. Mais à chacun de voir si ce qui est interdit aujourd'hui était autorisé hier, s'il n'y a pas un petit problème. On le voit avec le parabène, on le voit avec le bisphénol A, on le voit avec le Mediator, etc. Donc, tous les 6 mois, il y a un scandale sanitaire sur un produit qui a été mis sur le marché, puis qu'au final on retire. Alors, le but c'est pas de dire que tout est nocif. Le but c'est de dire il faut un caractère de prudence tant qu'il n'y a pas eu des analyses indépendantes. Et ça, malheureusement, ça prend des années. Mais la mise sur le marché est très rapide. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qui est rendu possible légalement et ce qui est constaté. En d'autres termes, on passe des cobayes animaux au constat humain. Donc toujours une grande précaution. Donc les agences de santé publique se basent sur les études financées par les fabricants. Donc quand on parle d'hyperactivité des enfants, je vous le garantis, pour en voir beaucoup, puis pour travailler avec des médecins qui travaillent sur ça, vous enlevez les additifs alimentaires et le sucre et tout ce qui est polyphosphate pour les enfants, il n'y a plus d'hyperactivité. Simplement, ces additifs alimentaires travaillent sur les récepteurs nerveux et surstimulent les enfants. Donc après, on peut travailler sur le comportement, on peut voir des pédopsychiatres, ça a toujours un effet positif d'être pris en charge, on va dire émotionnellement. Mais si vous regardez les boissons avec colorants, les sodas, les jus, les bonbons, les sucreries, les goûters, les plats préparés, les barres céréales, les chewing-gums, les sucettes, etc., ça fait beaucoup, et donc jusqu'à 100 par jour. Donc je vous rappelle que un système digestif, ça garde les aliments 2 jours et demi. Et je vous rappelle que les additifs alimentaires sont étudiés uniquement un à un. Donc là, vous avez une mixture chimique de plusieurs dizaines d'additifs alimentaires différents qui coexistent et où les molécules s'entrechoquent dans le système digestif. Et on connaît le lien aujourd'hui entre les intestins et la réaction du système nerveux. Donc il y a beaucoup pour recevoir beaucoup d'enfants et de jeunes enfants, l'alimentation y est pour beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il y a un système digestif qui n'est pas encore mature, sans faire rentrer dans le détail, il y a une barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire de protection au niveau du cerveau qui n'est pas encore mature, donc ils sont beaucoup plus perméables que nous. Alors, les additifs alimentaires ont été classés en plusieurs familles, on commence par la lettre E. Voilà, ça c'est une norme européenne, E c'est pour Europe. Donc voilà, tous les pays, donc c'est classifié. Donc les colorants c'est de 100 à 180, conservateurs de 200 à 297, etc., etc. Donc vous avez des émulsifiants, des agents de lavage, de pelage, de démoulage, d'arômes, des antioxydants, etc. Donc ça a pour but de favoriser la conservation, de conserver aussi les goûts, l'apparence, l'aspect, la forme, enfin voilà, tout ce qui rend quelque chose d'agréable et de consommable. Il y a des produits par exemple qui s'oxydent, qui deviennent marrons, et en mettant des stabilisateurs de couleur, on peut permettre de trucs. Il y a des exhausteurs de goût, comme le glutamate monosodique qui est très connu. Et voilà, vous avez différentes choses. Donc ça, et puis vous avez des choses qui sont pas mentionnées sur les étiquettes, comme les solvants d'extraction, les enzymes, les agents antimousseux ne sont pas mentionnés. Alors les arômes, alors là c'est très
C'est intéressant, par exemple, arôme naturel de fraise sur un yaourt ou sur une boisson à boire. Donc vous dites, très naïvement, eh ben, on a pris des fraises, on a extrait l'arôme, on l'a mis dedans. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'on fait, par exemple, là souvent, on fait macérer des copeaux de bois, hein, et à un moment donné, au stade de macération, il y a un arôme de fraise qui s'en dégage, on le capte, et voilà. Donc, le bois, est-ce une substance naturelle? Oui, donc c'est un arôme naturel. Voilà, donc, légalement ça passe. Donc voilà, pour faire très simple, les arômes naturels, il n'y a pas grand-chose de naturel. Un arôme naturel de citron, de trucs, vous ne voyez pas le citron avec une jolie émulsion, puis enfin c'est pas ça du tout. Mais légalement c'est comme ça. Donc bon. Ah, alors il y a un livre qui est très bien. Qui coûte même pas 10 €, de Corinne Gouget, Gouget, les additifs alimentaires. Elle les a tous répertoriés, puis elle les classe en 3 couleurs, dangereux, vigilance à avoir, et puis vert, on va dire sans risque. Et donc on peut l'avoir pour faire ses courses, et grosso modo, il y en a, je dirais, une 10-12 à bien identifier et à exclure. Je vous en donne 2. L'aspartame et le glutamate monosodique. Ça, ce sont des neurotoxiques avérés. Ce qui fait qu'ils sont très populaires, c'est vu qu'ils agissent sur le système nerveux, ils coupent la sensation de satiété au niveau des récepteurs. Donc du coup, on mange. Donc ce qui est évidemment intéressant quand on est industriel, c'est quand une personne n'a plus quand on dit plus stop sur le produit, évidemment, on en consomme plus. Donc ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais par exemple aux États-Unis, vous avez 7 cliniques spécialisées qui sont des centres de désintoxication à l'aspartame. Parce que ça agit après comme sur les neurotoxiques, donc c'est une drogue, puisqu'on est dépendant. Donc regardez bien sur les étiquettes et faites attention aux enfants, parce qu'après on va dire il aime bien, mais peut-être qu'il n'exprime pas son libre arbitre, peut-être qu'il est piloté par son système nerveux. Voilà. Donc soyez vigilants sur ces 2 choses-là. Retenez-en simplement 2, aspartame, glutamate monosodique. Alors, on va arriver naturellement vers l'alimentation bio et traditionnelle. Alors aujourd'hui, on en fait tout un foin. Autant il y a 15-20 ans, l'alimentation bio, on n'en parlait pas. Voilà. Et maintenant, on en voit partout. Vous avez des restaurants bio, vous avez des cantines bio, vous avez des rayons de supermarchés bio, ce qui était très rare. Il y a des magasins bio qui pullulent partout. Et si on n'en parlait pas trop il y a 20 ans, parce que il n'y en avait pas trop, on en parlait encore moins il y a 80 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien d'autre que du bio. Tout simplement. Parce que c'était de l'alimentation et point. Mais, en 3 générations, on est passé de quelque chose de naturel à donner une particule en plus à cette alimentation qui est naturelle, et en disant alimentation traditionnelle, quelque chose qui a juste 80 ans. Alors que l'humain a des centaines de milliers d'années. Donc il y a eu un renversement. C'est très étrange de devoir étiqueter, et vous voyez dans les supermarchés, c'est emballé, sous vide, des aliments bio. C'est pour pas qu'il y ait que les gens ne prennent pas les aliments non bio puis les vendent au prix plus élevé que les bio, etc. Donc c'est un phénomène qui est assez nouveau, mais en fait c'est pas l'alimentation bio qui est nouvelle, c'est l'alimentation chimique. Vous comprenez? Il faut pas qu'on voit ça, c'est qu'en fait c'est l'alimentation naturelle d'il y a encore 80 ans est biologique de fait. Et toute l'humanité, elle a été biologique. Alors qu'est-ce que l'alimentation bio? C'est un jeu de mots, un jeu d'esprit, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, ça c'est traditionnel, d'accord? Et ça on rajoute une particule. Alors qu'est-ce qui vous paraît le plus traditionnel là-dedans? Quelque chose où on met rien ou quelque chose où on fait des épandages? Voilà, encore une fois, ce sont simplement nos prismes de vue. Moi, venant d'une famille paysanne, j'ai toujours vu puis non bio, donc des choses fluo qui étaient bombardées dans les champs, puis on me disait, quand le tracteur passe, tu tournes la tête et puis tu te bouches le nez. Donc j'ai toujours fait ça, parce que j'ai grandi dans un village de 200 habitants, et que pour moi l'agriculture c'était comme ça en fait. C'était mon réflexe culturel et mon référent familial à moi.
Mais si mon grand-père et mon oncle avaient fait en bio, mon réflexe culturel et familial à moi, ça aurait été de ne voir rien. Vous comprenez? Donc pour moi, c'est de voir des épandages sur les vignes, des choses. Bon, bah c'est normal, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre forme. Qu'est-ce que les pesticides? Donc vous vous rappelez, j'ai dit 100 000 produits chimiques. Hein, donc ça fait partie de ces classes-là. Donc là, Paul Lannoy, c'est un député européen. Donc je le cite. Donc ça, c'est un rapport de la Commission européenne. Moins de 5% des substances actives des pesticides. Donc il y a 834 pesticides autorisés sur le marché, mais il y en a seulement 31 de ces substances qui ont été examinées à ce jour. Et il précise, et ce par des procédés critiqués par le Parlement européen lui-même. Donc du coup, eh bien, là aussi, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Je vais régulièrement en Guadeloupe faire des conférences, des stages et des interventions. Et là-bas, il y a un pesticide que vous devez connaître, qui s'appelle le chlordécone, qui est interdit en Europe, mais la Guadeloupe fait partie de l'Europe, parce que c'est un territoire français. Et donc il a été autorisé là-bas pour la culture de la banane. Et là, on se retrouve avec des eaux polluées sur plusieurs centaines d'années, puis on se rend compte, donc la Guadeloupe, c'est département numéro 1 dans le monde, région numéro 1 dans le monde pour le cancer de la prostate. Et on fait directement le lien avec le chlordécone. Donc là, il est interdit, il est de nouveau interdit, mais les eaux et les terres sont polluées pour plusieurs centaines et des milliers d'années. Donc en fait, on peut plus planter sur ces terres-là. Donc toute la région de Grande Terre, qui est à l'est, est lourdement polluée en chlordécone, qui est un pesticide pulvérisé sur les bananeraies. Et donc là, l'eau est impropre à la consommation, les sols sont impropres à la consommation. Donc il y a des choses qui ont été autorisées, puis là on se rend compte, merde, j'ai marché dedans, ça va être compliqué de nettoyer. Donc toujours cette vigilance-là, et donc encore une fois, ces 5% qui ont été analysés, c'est de manière unique. Qu'est-ce qui se passe quand on met des substances chimiques en interaction les unes avec les autres? Eh ben ça on sait pas, puisque du coup c'est pas étudié. Donc, ça c'est donc toujours cette vigilance-là à avoir en tête. On sait pas, donc officiellement nous n'avons pas la connaissance pour savoir comment agissent les pesticides. Par contre, on sait que les insecticides agissent sur le but d'un insecticide, c'est de perturber le système nerveux des insectes pour pas qu'ils se retrouvent et qu'ils se reproduisent. Pour ça que vous voyez disparaître les abeilles, par exemple, ou que vous n'avez plus de papillons, de sauterelles, de criquets, etc. Sauf que le système nerveux d'un insecte, les récepteurs neuronaux des insectes sont les mêmes que ceux des humains. C'est pour ça que vous voyez une explosion d'Alzheimer chez les paysans, et les cultivateurs et les viticulteurs. Forcément, si on bombarde quelque chose, si on le respire, donc ça vient court-circuiter les schémas neuronaux liés à la mémoire. Et la Terre. Ah désolé, c'est un peu... on va voir des choses plus joyeuses après. Hein. Alors, et la Terre, qu'est-ce qui se passe sur la Terre? Dans les sols chimiquement traités, on retrouve moins de... Là, pareil, les chiffres de l'Union européenne, moins de zinc, de cuivre, de manganèse et de cobalt. Voilà, donc là on parlait, c'est les micronutriments dont on a besoin. Évidemment, les végétaux qui poussent sur la Terre ne peuvent bénéficier que des nutriments qu'il y a dans ce sol-là, et nous, humains qui mangeons ces végétaux, ou les animaux qui ont mangé ces végétaux, ne pourront tirer que les bénéfices qui sont issus au départ de la Terre. C'est logique, c'est une chaîne. On ne peut pas escompter sur quelque chose qui n'a pas à la base. Donc voilà, donc ça on sait que là, il y a plus de choses dans les aliments, dans les sols non traités. Ça c'est des chiffres, voilà, donc les pommes après floraison, 25 à 30 traitements chimiques, ça monte à 40, la vigne c'est encore plus, il peut y avoir 70-80 pulvérisations par an sur une vigne, donc là c'est énorme. Ça c'est des chiffres, c'est intéressant, ce sont des études qui avaient été demandées par le professeur Joyeux, Henri Joyeux, que vous devez connaître, il est assez populaire, et lui il était pas partisan du bio au départ, donc il a demandé des études pour contredire le bio en fait, et puis s'est retrouvé pris à son propre piège. Donc du coup, c'est les résultats de ces études-là qui ont été faites en France et validées au niveau européen. Donc voilà, donc là ces traitements, là ce qu'on voit par exemple, là c'est plutôt sur des champs, je vois pas trop ce que c'est, ça a l'air du maïs peut-être. Donc, voilà. Alors là ce sont les études de l'OMS et la FAO. Donc la FAO c'est la branche agriculture de l'ONU.
Food Agriculture Organization. Donc le bio est plus riche en vitamines A, B, C, en oligo-éléments, fer, magnésium, phosphore, sélénium, et la teneur en fer est 77% supérieure en agriculture biologique. Donc par exemple, pour les gens qui ont des carences en fer, le simple fait de manger biologique vous amène 70% de fer en plus. Si en même temps vous amenez de la vitamine C dans vos aliments, par exemple avec du jus de citron ou autre, vous doublez le potentiel d'absorption de votre fer. Donc avec quelques règles toutes simples. C'est pour ça que on a beaucoup recours à des complémentations en fer, alors que c'est souvent parce que les aliments n'en contiennent plus beaucoup. Et les chiffres que vous voyez sont des chiffres théoriques d'aliments de laboratoire qui n'ont pas été évidemment traités. Alors là, on va arriver sur ce qu'on attend tous, du quotidien, du pratique, après qu'on se soit farci la tête d'informations. Temps de digestion, tu vois, par exemple, d'un fruit, c'est 20 minutes, 20-25 minutes. On digère un fruit entre 20 et 25 minutes. Un aliment amidonné, c'est-à-dire un féculent, on va plutôt de l'ordre de, entre 3 et 5 heures. Donc, imaginons que, là, ça va être votre pause juste après. Vous ayez envie d'une petite collation. Alors déjà, posez-vous la question si vous en avez besoin ou envie. Première chose. Et ensuite, vous dites, il y a le choix entre, je sais pas, tiens, il y a les abricots du jardin de Sylvie, ou une petite barre céréale, ou un petit croissant. Et il y en a qui vont vous mettre 20 minutes à digérer, puis d'autres qui vont vous mettre 4 heures à digérer. Là, on parle juste de digestion, je parle même pas de nutriments ou autre. Et donc, si vous regardez, ce réflexe-là, vous pouvez aussi l'avoir à la pause de 15 ou 16 heures. Si vous avez mangé votre petit déjeuner à 7 heures, vous avez mangé quelque chose d'amidonné, comme du pain, croissant, une biscotte ou autre, c'est 4 heures. Donc ça vous amène à 11 heures. Sauf que vous remangez quelque chose d'amidonné. Ça vous ramène, déjà au repas de midi, vous reprenez des pâtes, du riz ou autre chose d'amidonné, ça vous ramène à 15 heures, vous prenez une barre de céréales ou autre, quelque chose d'un peu amidonné, ça vous ramène au soir, le soir vous en remangez, ça vous ramène, si vous mangez à 20 heures, à minuit. Donc en fait, de 7 heures du matin à minuit, vous n'avez pas cessé de digérer. Donc vous avez surchargé votre organe filtre intestin dont on a parlé, il n'est pas au repos. Par contre, si vous dites je prends des fruits le matin à 7 heures, à 7h30 c'est fini, c'est digéré. Donc de 7h30 à 10h30, vous avez 3 heures de repos pour l'intestin, vous reprenez un petit fruit. Ça passe, vous attendez de nouveau 2 heures pour manger, vous avez déjà 5 heures de repos le matin. Vous économisez 5 heures de repos. Même chose l'après-midi, 10 heures. Donc vous passez, pour 2 réflexes, de 0 heure de récupération digestive à 10 heures. Donc après, quand il y a des troubles comme diarrhée, constipation, c'est énorme. Si vous comprenez que tous les troubles intestinaux sont des états inflammatoires, cette inflammation elle se régule comment? Toute seule. Il n'y a personne qui va rentrer dedans. Voilà. Quand vous avez un coup de soleil, comment se régule votre coup de soleil? Qui est une inflammation de la muqueuse. La peau est une muqueuse comme l'intestin. Quand vous avez un coup de soleil, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à l'ombre et vous attendez que ça cicatrise. Si vous vous réexposez au soleil, vous entretenez le coup de soleil. Si vous grattez le coup de soleil, vous l'augmentez. La muqueuse des intestins, c'est la même chose. Si vous remangez des aliments en permanence, elle a peu de temps, voire pas de temps pour se cicatriser et se réparer. Donc, avoir des digestions rapides et laisser du repos digestif, c'est donner à l'occasion au corps de cicatriser, de refaire la flore intestinale, de refaire une muqueuse correcte, etc. C'est valable pour tout. Vous grattez là, j'ai une petite croûte. Si je la gratte tous les jours, je vais la garder des mois. C'est logique. Donc il y a des pathologies qui perdurent parce qu'il n'y a jamais d'occasion de repos. Pour l'estomac, c'est pareil. J'ai des reflux gastriques. Laissons l'équilibre des enzymes et des sucs gastriques se refaire plutôt que de redonner tout le temps à manger. Et là, je vais venir à l'exemple. Là, si je vous dis manger des fruits le matin, vous allez tous me dire « Ah oui, moi j'ai le ventre qui gargouille à 11 heures. » Ça, on la sort tout le temps. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le ventre gargouille. Et vous pensez, par un réflexe pavlovien, que c'est la faim. C'est absolument pas la faim. Là, par exemple, j'ai pas mangé ce matin, j'ai rien, j'ai même pas bu de l'eau. Mon estomac ne gargouille pas. Et ceux qui ont l'estomac qui gargouille à 11 heures ou à 10 heures et qui reprenaient quelque chose dessus et le ventre s'arrête de gargouiller, c'est pour une raison toute simple, c'est parce que l'estomac est en train de faire une autolyse, un nettoyage du repas du matin qui n'est a priori pas adapté. Et donc il se nettoie.
C'est sa priorité. Sauf que si je remets un aliment dans l'œsophage, ça va être quoi sa priorité? L'urgence de digérer, de prendre ce qui arrive. Donc il remet le travail à plus tard. Mais vu qu'on digère en permanence, le travail à plus tard, c'est jamais. Ou alors, faut attendre quelque chose de joyeux, qui s'appelle la gastro-entérite, où on ne peut plus manger. Eh ben, qu'est-ce que c'est que la gastro? Quand est-ce qu'apparaissent la gastro? Après les fêtes de fin d'année, quand on a surchargé les intestins, puis que le corps se dit, bon, stop, tu n'as pas su être dans le besoin, ça a été que du plaisir, je nettoie. Et c'est pour ça que vous verrez des gens qui ont le rotavirus, qui est soi-disant contagieux, et qu'il y a des gens qui ont la gastro, et d'autres pas du tout. Il y a des intestins surchargés, et d'autres qui sont pas surchargés. Et donc, quand le corps est en nettoyage, on n'a plus faim. Et là, ça se répare, ça se restaure. Vous voyez, c'est des exemples extrêmement pratiques. Le corps sait extrêmement bien faire, mais on va traiter la gastro en disant je mets des pansements, des trucs. Vous jeûnez pendant un jour, la gastro elle est finie, puisque c'est juste un acte d'élimination. Vous remangez par-dessus, ça va durer des jours et des jours. Parce que vous continuez de rajouter. Et vous n'avez pas faim en gastro, sauf que vous pensez qu'il faut manger pour prendre des forces. Sauf que je vous ai expliqué que les forces, c'est l'énergie et pas le carburant. Et regardez les enfants, ils jeûnent spontanément lorsqu'ils sont malades. Et c'est nous, parents, qui les forçons à manger. Moi-même, en sachant tout ce que je vous dis, mon fils, je le sais, je l'enseigne, je le pratique. Là, je vais partir pour encadrer 2 semaines de jeûne avec des gens à partir de demain soir. Je le sais. C'est quelque chose que j'en fais. Et comme mon fils, un peu pas bien, puis il me dit j'ai pas faim, mon réflexe, c'est de m'occuper de lui et d'être interventionniste. Alors que naturellement, pour ceux qui ont des enfants, vous voyez bien que eux, vous pouvez leur proposer le bonbon ou le truc qui va bien, ils en veulent pas. Même chose pour les animaux. Si vous avez des chiens, des chats, vous mettez le truc de croquette, touche pas. Parce qu'il y a une fonction qui se passe dans le corps. Donc c'est de l'interpréter avec la sensation et pas avec la tête. Et c'est pour ça que je dis qu'on mange. Quand ça gargouille par un réflexe pavlovien, vous connaissez Pavlov, hein, on agite la cloche et puis le chien vient manger, et ben le gargouiller, on dit c'est parce que t'as faim. Laissez passer ce gargouillis pendant 30 minutes, vous verrez que vous n'en avez plus, parce que le travail d'autolyse est fini. Et ça doit vous interpeller en disant, normalement, si c'était la faim, je devrais avoir des douleurs de plus en plus vives, théoriquement. Si c'était la faim, elle devrait que grandir parce que vous consommez de l'énergie. Or, c'est pas le cas. Ça veut simplement dire qu'il y a eu des associations alimentaires incompatibles dans l'estomac, et que pour réguler ça, le corps a besoin d'une période de temps où il travaille. C'est juste ça. Alors les associations alimentaires compatibles, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh ben, c'est des familles d'aliments. C'est-à-dire manger des légumes plus une seule chose. Soit une protéine, soit un féculent, soit des légumineuses ou autre, mais c'est ou. Si vous regardez dans la nature, c'est très dur. Alors déjà, si une salade comporte 3-4 salades de crudité, 3-4 légumes différents, après vous faites des légumes cuits, c'est déjà beaucoup de choses qui dans la nature seraient très dures à obtenir. Et derrière, si vous rajoutez des pâtes, du poulet, plus un yaourt, enfin c'est impossible. Le corps n'a pas été conçu pour ça. Le corps n'a pas été conçu pour ça. Donc, plus vous faites simple, mieux vous digérez et surtout plus vous assimilerez. Et c'est pour ça que vous verrez des gens qui ont a priori des diètes extrêmement restrictives, qui n'ont moins de carences que des gens qui sont pléthoriques au niveau alimentaire. Parce que ce qui est important, c'est pas ce qui arrive, c'est ce qui est assimilé. Et il y a les obstructions à l'assimilation, c'est les incompatibilités alimentaires, et surtout le fait que les cellules soient encrassées et ne puissent pas recevoir les nutriments, comme un filtre qui n'est plus poreux, quoi, en fait, qui est bouché. Voilà, c'est souvent ça. C'est pour ça que vous constaterez des carences chez des gens qui présentent plutôt un surpoids. Ils disent, c'est bizarre, ils devraient avoir des réserves. Non. Et que ces gens-là vont jeûner, et étude à l'appui, ce que je vous dis, c'est étudier, leurs carences vont remonter. C'est-à-dire qu'en ne buvant que de l'eau, ils vont niveler leurs carences. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, et ça je l'observe systématiquement, des gens qui sont carencés en fer jeûnent. J'ai un enregistrement sur YouTube où je détaille ça, si ça vous intéresse. Les gens qui sont carencés en fer jeûnent, et au bout d'une semaine, il n'y a plus de carence en fer. C'est simplement parce que le fer est stocké en dehors des cellules, et qu'une fois qu'on a débarrassé l'environnement cellulaire de ses déchets, le fer peut enfin rentrer dans les cellules. Vous comprenez? Il est en attente, dans le système lymphatique en général.
Donc c'est pour ça qu'on dit, vous n'assimilez pas le fer. C'est pas un problème d'assimilation. C'est un problème de restitution du fer dans la cellule par congestion. Ça paraît fou, mais c'est ce qui se produit. C'est vraiment ce qui se produit. C'est pour ça que vous n'avez pas de carence en jeûne, parce que tant qu'il y a de la réserve graisseuse, on dispatche les nutriments, on les utilise. Donc il y a deux paramètres, ce qu'on mange et comment on peut l'assimiler. Donc, suffisamment d'acide chlorhydrique dans l'estomac, une muqueuse intestinale non poreuse, qui sait bien faire le tri, et puis une bonne flore intestinale. Je ne vais pas détailler, ça prendra du temps. Donc, comment on fait? Les fruits se mangent seuls, en dehors des repas. Donc 20 minutes, 30 minutes avant le repas, vous savez qu'ils se digèrent. Si vous le prenez après, sur un bol alimentaire normal qui met 3 heures à se digérer, ça va fermenter, et vous aurez de la difficulté à assimiler. Les amidons et les protéines ne se mélangent pas, parce qu'elles demandent des sucres différents. L'équilibre acido-basique, je reviens dessus, mais très rapidement, parce que j'en ai parlé, c'est la base. Voilà, pour comprendre. Donc, privilégier les aliments alcalinisants. Qu'est-ce qui est alcalinisant? Fruits et légumes. Voilà. Mettez un maximum de fruits et légumes, et vous verrez que ça fonctionnera complètement différemment. Et puis, carence égale excès, c'est ce que je vous disais. Là, il y a un petit schéma que j'ai fait. Donc, les toxines se logent là, dans les interstices. C'est un vue figée. Et puis, du coup, les capillaires sanguins qui amènent les nutriments ne peuvent pas redistribuer aux cellules. Les carences, c'est ça. Les carences, c'est cela. C'est pas par manque d'apport, c'est par défaut de restitution. Donc là, ça veut dire que là, les organes filtres sont surchargés. Je rappelle les organes filtres: reins, poumons, foie, intestin, peau. Une carence, si on consomme largement des aliments, c'est un problème de congestion. Et rarement un manque d'apport. Alors c'est évident que si on amène des tonneaux et des tonneaux de choses, il y en a un petit peu plus qui vont passer, mais on va fatiguer l'organisme. La déshydratation, donc pareil, là je pourrais distribution des graisses, il suffit simplement de boire à sa soif. Sauf quand vous mangez majoritairement des fruits et des légumes, vous avez peu soif, parce que vous êtes hydraté naturellement par l'eau des végétaux. Et pardon, quand on fait la rétention d'eau, c'est systématiquement un problème de rein et de déséquilibre acide-basique. Le corps garde de l'eau pour emprisonner les acides qui seraient trop irritants pour les tissus. La rétention d'eau est systématiquement un problème de rein. Protéines, je vais reparler dessus. Produits laitiers. Alors, bon, là c'est très épineux. S'ils ne sont pas crus et fermentés, ils sont impropres à la consommation. Alors, surtout le lait de vache, bon, c'est très à la mode. Vous avez un très bon livre qui revient là-dessus, c'est Les mensonges et propagandes du nutritionniste Thierry Soucard. Pour faire simple, le lait de vache, c'est un aliment de croissance. Pour un veau. Avec des hormones spécifiques au développement cérébral et endocrinien, hormonal du veau. Nous ne sommes plus en croissance et nous ne sommes pas des veaux. Donc c'est un aliment, là aussi, qui peut être de survie, mais qui est physiologiquement absolument inadapté à l'espèce humaine. Je vous ramène à des endroits récents, c'est-à-dire que c'est Pierre Mendès France qui a vraiment popularisé le lait. Pourquoi? Pour renourrir le peuple, et puis surtout pour faire travailler les paysans. C'était distribué par les infirmières des écoles, enfin ça a été une affaire d'économie nationale. Sauf qu'on n'est plus en sortir de la guerre, et on n'est plus en famine. Donc on peut se permettre de ne plus consommer de lait de vache. Vous n'avez aucun, je précise, aucun intérêt à consommer du lait de vache. Aucun. Eh ben, si on n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de le remplacer. Alors l'apport de calcium, alors, j'essaie d'être assez consensuel. On va être très simple sur la consommation de lait de vache. On va être très simple. Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande 480 mg de calcium par jour. En France, on a 1400 mg, donc 3 fois plus. Donc les gens qui font les recommandations en matière de santé, c'est anciennement le PNNS, Programme National de Nutrition Santé, il y a 27 membres. Sur ces 27 membres au comité directeur, il y en a 21 qui ont des liens directs avec l'industrie laitière. Donc, point.
Vous prenez un demi-brocoli par jour, vous avez votre calcium pour la journée. Vous prenez une poignée d'amandes, vous avez votre calcium pour la journée. Vous prenez 4 figues, vous avez votre calcium pour la journée. C'est impossible de manquer de calcium quand vous mangez des végétaux. Impossible. Par contre, vous pouvez dire ce qu'on appelle en médecine un paradoxe calcium. C'est-à-dire qu'on constate que les grands consommateurs de produits laitiers, notamment lait de vache, sont ceux qui déclenchent le plus d'ostéoporose. Donc c'est-à-dire de perte osseuse. Eh ben je vous renvoie ici à l'équilibre acide-basique. C'est que les produits laitiers sont extrêmement acidifiants. Déjà, au mieux, vous pouvez fixer 30% du calcium des produits laitiers. Sur les végétaux, c'est au moins 70%. Donc c'est-à-dire que 70% du calcium est inorganique. Toute chose inorganique est acidifiante. Pour compenser cette acidité, je vous ai dit, on fait appel aux minéraux alcalins, que sont potassium, magnésium, calcium et sodium. Mais c'est surtout le calcium. Il y a 1% du calcium qui circule en permanence dans le sang pour tamponner l'acidité. Si les produits laitiers sont acidifiants, ça veut dire qu'on va ponctionner du calcium pour équilibrer, vous êtes d'accord, pour équilibrer le pH. Sauf que si on compte que sur les produits laitiers pour amener le calcium, eh ben, on n'en a pas assez, donc on va le puiser où? Dans les os, dans les dents. Donc c'est pour ça qu'on va nommer ça gentiment paradoxe calcium, mais les consommateurs de produits laitiers sont ceux qui développent de l'ostéoporose. Systématiquement. Et qu'est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui a de l'ostéoporose? Mange encore plus de produits laitiers, et ça va accentuer l'ostéoporose, et on va penser que c'est une maladie inéluctable. L'ostéoporose est une maladie, pour moi, qui est infantile. C'est qu'on tape dans le capital minéral de la personne, les autres mettent 7 ans à se renouveler. Et au bout d'un moment, on se renouvelle plus, et voilà. C'est très simple, hein. Moi, je vous dis, je regarde beaucoup les morphotypes. Regardez la structure osseuse des enfants de maintenant. C'est clair, hein? Donc c'est quoi? C'est bien le carburant qu'on met dedans? Moi j'ai ma fille qui a 15 ans, elle boit son bol de lait tous les matins. Je veux dire, quelque part elle en ressent le besoin. Non, elle ne ressent pas le besoin, elle a l'habitude. Non, mais l'habitude. C'est une habitude. Elle va pas aller à l'école avec un fruit, on est d'accord. Pourquoi pas? Là elle passe le brevet, elle va pas avec un fruit. Alors ça c'est intéressant justement. Ça par exemple là tu parles du brevet. Moi je vais te dire. Alors tu as ton énergie. Là, bon, on va prendre l'exemple de ta fille qui passe le brevet. C'est très parlant. Moi, ça m'a toujours étonné, déjà quand je passais le brevet, or surtout le bac, c'est-à-dire que tu fais ta journée, normalement, quand tu es à l'école, t'attends la cantine pour manger le midi. Sauf que quand c'est le bac, la table, elle est remplie de bouffe, de trucs. Moi, c'est pour ça que je vous dis avec la tête. Attends. Très bien. C'est des petits doudous, pour se rassurer. Parce que, voilà, on est stressé, donc on va dire, tiens, un petit sundae, un petit machin, un petit bidule, une petite boisson, et ça fait pas l'affaire. Donc, je vais te raconter une anecdote qu'on m'a racontée, c'était dans mon ancien travail, je travaillais dans l'informatique, et puis il y a quelqu'un qui faisait du gros business, que j'ai rencontré vraiment du business d'affaires, et il me disait que lui, pour signer les contrats, il invitait les gens au resto, donc en Franche-Comté, il me disait, tu prends ce que tu veux, dans des bons restos, alors, bavette, truc, machin, truc, le vin, vas-y prends. Puis lui prenait rien, puis il disait, oh, je suis un peu barbouillé ce matin. Donc l'autre, il était content, il se faisait rincer gratos, puis c'était bon, quoi. Sauf qu'il y en a un qui était KO au moment de signer le contrat, puis l'autre qui était tout frais. Et puis vas-y que je vais te massacrer, quoi. Tu comprends? C'est-à-dire que l'énergie qui est mise à la digestion, qui est 50% de ton énergie vitale, elle est pas mise ailleurs, là. Moi, pourquoi je suis à jeun? Parce que je suis opérationnel pour 3 heures pour être avec vous. Vous le voyez bien, quand vous mangez, vous avez envie de faire une sieste. Quand vous mangez mal approprié. Donc c'est l'expérience qui monte. Donc elle mange pourquoi? Moi je vais te dire que je mangeais mon bol de lait tous les matins au micro-ondes avec 7, pas 8, pas 6, 7 petits princes dedans. Et puis c'était mon rituel. Et le seul jour où j'ai pas eu ça, c'est quand mon petit frère qui a 9 ans moins que moi est né. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu mal à la tête. Donc je vais voir la grand-mère, mon papa et maman étaient à la maternité, plutôt c'était la grand-mère. Mamie, j'ai mal à la tête. Oh, ça doit être parce que t'as pas mangé, mon petit. Ah oui, c'est parce que j'ai pas mangé. Donc elle me donne, vu qu'eux, ils avaient les vaches encore, donc le lait bien épais, là. Donc c'était pas mon lait stérilisé, UHT, mais il était meilleur, son lait. Mais pour moi, tu vois ce que je veux dire, dans mon besoin, c'était son lait qu'il fallait que je boive. Puis en plus, je pouvais même pas le mettre au micro-ondes, puis le regarder tourner pour bien me prendre des ondes plein la tête. Ce qui explique des choses. Donc du coup, c'était à la casserole, fallait crémer, enfin le truc, puis elle avait pas de gâteau, c'était du poulain tout épais là. Donc j'ai eu mon truc, et j'ai eu mon mal de tête qui est passé. Donc moi, du haut de mes devants, qu'est-ce que je me suis dit? Faut vraiment pas sauter de repas.
Sauf que j'ai vécu ma première expérience de quoi? De détoxination. C'est-à-dire que tout ce que je mettais, évidemment du sucre, du blé modifié, du lait, c'est que des choses toxiques. Donc ça demande énormément d'énergie à gérer au corps. Pour une fois que je saute le repas, qu'est-ce que je fais? Le corps se dit youpi, toute l'énergie qui est économisée pour la digestion, je vais relâcher ces toxines dans le sang, vu que c'est le foie qui travaille, c'est repassé par le cerveau. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, les migraines c'est le foie. Et les bébés qui sont nourris au lait de vache ont un foie 50% plus gros que les autres. Parce que c'est normal, c'est des molécules grasses inassimilables. Donc quoi manger? Je vous ai dit l'alimentation des humains, vous mangez des fruits. Vous mangez des fruits. Et puis il y a plusieurs façons de faire aimer les fruits. Par exemple, j'ai montré mon fils, moi j'ai toujours laissé manger ce qu'il voulait parmi les fruits. Et des fois, à 2 ans et demi, il s'enfilait 2 avocats le matin. C'est ça qu'on oublie. Nous sommes carencés en gras. L'enfant développe un système hormonal et endocrinien de manière extrêmement puissante. C'est qu'un système nerveux. Regardez la taille de son cerveau par rapport à son corps, un enfant. Il faut du gras. Et regardez les troubles de règles, les pubertés précoces, les aménorrhées, les dysménorrhées, les syndromes ovariens perturbés. Enfin, c'est le déficit en acides gras. On a fait tellement une mauvaise pub au gras qu'on en arrive à là. Et les enfants doivent manger énormément de gras, ils sont portés à ça. Donc moi je lui fais un mélange, il en est dingue, je prends une banane, j'écrase un peu, je mets de la graisse de coco, de l'huile de coco là, la petite noix de coco râpée, de la poudre cacao crue, des petits raisins en sec, je mélange et il te fracasse ça. Et je connais pas beaucoup d'enfants qui aiment pas ça. Tu lui fais un petit truc, toi, tu mets de la noix de coco qui a un goût appétissant, une petite banane et puis des petits fruits secs. Et tu vas voir, il va péter un plomb. Là, tu vois, c'est les framboises, les cerises, les petits fruits rouges, ils adorent ça, quoi. Et vraiment, ils sont demandeurs de ça. Mais il faut que tu fais une translation progressive. Parce que c'est pareil, on va dire, nos papilles s'adaptent. Et donc, on développe des réflexes. Le but, c'est pas de lui imposer. C'est de lui dire, on va y aller progressivement. Tout à l'heure, tu parlais de lait d'amande. Il y en a plein des laits. Et l'amande, ce que je vous disais, c'est bourré de calcium. Donc, mais tu vas progressivement. Et puis, s'il aime par exemple, tu peux lui donner des petits fromages. Tu donnes fromage de chèvre, de brebis, cru, toujours cru et bio. Et c'est beaucoup plus digeste. Vous avez même pour les enfants des yaourts de brebis fermentés. C'est hyper digeste. Ça, vous en avez de plus en plus. Donc des occasions, il y en a plein. Et puis moi, des fois, je fais des pâtes à tartiner. Je vais vous mettre la salive. Tu prends du cacao cru en poudre, je mélange avec des dattes, ouais, et puis de la graisse de coco. Puis je mixe ça. Mais des fois, je me mets d'un peine de cannelle ou de vanille. Franchement, il n'y a pas. Et j'ai fait de nombreux cours de cuisine, y compris dans des quartiers très très populaires. Donc, c'est-à-dire que c'est Nutella. Et les enfants dévoraient ça, quoi. C'est vraiment très bon. Et ça prend 2 minutes à faire. Tu stockes ça au frigo pour la semaine et puis t'as réglé ton truc. Et c'est pas très cher. Parce que c'est des aliments bruts. Tu vois, les dattes, ça coûte pas très cher. L'huile de coco, maintenant, t'en trouves pour 15 € le litre, mais t'en mets quoi, 2 cuillères à soupe. Et le cacao cru, t'en trouves en magasin bio maintenant c'est 5 € pour 250 grammes. Et pareil, tu mets 2-3 cuillères à café. Et c'est vraiment délicieux. Hein. Et ça, du coup, les enfants, tu sais que t'as le cacao cru, c'est bourré de magnésium, de choses comme ça. T'as le gras avec la graisse de coco, puis t'as le sucre avec les dattes. Ça te fait un aliment complet, qui est, pour le coup, extrêmement plaisir. Et puis toi, ta culpabilité de maman, t'es tranquille, hein. Parce que tu lui as donné des bons produits, des produits bruts. Et puis voilà, puis tu le fais même un peu plus liquide. Puis tu mets ça en coulis sur ta banane, comme un banana split, j'en sais rien. Il y a vraiment moyen d'être très très gourmand en ayant une alimentation, on va dire, plus physiologique. Même les figues, par exemple, les figues fraîches ou sèches, les enfants adorent ça. La figue, c'est l'aliment le plus riche en calcium. Pour ça, je vous disais, 5 figues, vous avez votre calcium sur la journée. Donc tu vois, il va manger 1 ou 2 figues le matin, un petit peu de légumes verts le midi dans ses pots, et puis son calcium, il l'a largement pour la journée. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment intéressant à observer. Donc la cuisson, pareil, privilégier des cuissons basses. Je vous ai donné tout à l'heure les paliers de destruction des nutriments. Privilégiez la vapeur, ou alors vous faites un peu wok, crac, grillé, comme ça c'est encore cru à l'intérieur, et puis ça passe. Ou alors vous avez maintenant ce qu'on appelle les cuissons comme l'autocuiseur de Marion, Kaplan, choses à basse température, à 70 degrés, c'est très bien. Essayez de faire pas trop fort, mais si vous grillez, si vous carbonisez, si vous passez au four, il vous reste plus de nutriments, donc c'est dommage.
Après, vous conservez les aliments plaisir, les gratins, les choses comme ça, mais si c'est systématisé, forcément vous manquerez. C'est mathématique. Donc alors voilà, j'ai mis les effets de la cuisson, donc dépolymérisation des amidons, coagulation des protéines, carbonisation des lipides, précipitation des minéraux et destruction des vitamines. Les aliments raffinés, donc là vous voyez, ça pareil, ça doit porter quelque chose à votre vigilance, c'est de se dire, pourquoi un aliment brut, du sucre complet, du sel complet, de la farine complète, est plus cher que l'aliment raffiné qui a demandé recours à un procédé industriel? C'est parce que, évidemment, que si vous prenez une petite tranche de pain blanc par rapport à la même taille de tranche de pain complet, vous pourrez en manger plus. Le sel, vous mettrez moins de sel gris que de sel blanc. Le sucre, vous mettrez moins de sucre complet que de sucre raffiné. Donc c'est uniquement pour la consommation, ce que je disais tout à l'heure. Il y a un problème. Et ces aliments-là sont dénaturés. Ce qui est dénaturé ne vous amène rien, ça vous vole de l'énergie. Il y a des études qui ont été faites sur des gens qui ne buvaient que de l'eau et d'autres qui ne mangeaient que du pain blanc. Les premiers à être carencés sont ceux qui mangeaient que du pain blanc. C'est normal, puisque c'est un aliment qui n'amène rien. Il puise des nutriments pour pouvoir digérer, puisque pour digérer, il faut de l'énergie. Pour l'énergie, derrière, il faut du carburant au départ. On est d'accord, c'est tout ce qu'on a vu. Eh ben, je puise dans mes réserves, tandis que pour digérer de l'eau, il y a besoin de rien. Donc, vous perdez de l'énergie à digérer des aliments qui ne vous en apportent pas. Ça vous apporte des calories, mais rien d'autre. Vous perdez véritablement de l'énergie. Ce sont des aliments morts, mais qui coûtent pas cher, parce que consommables. Alors pour aller plus loin, il y a ce qu'on appelle le rapport Campbell. Je vais vous citer quelques ouvrages. Donc le professeur Henri Joyeux en écrit des très bien. Jean Seignalais. Jean Seignalais, c'est un médecin, professeur, chirurgien intestinal, qui a écrit des livres pour moi majeurs. Je soutiens que si son régime était appliqué, alors c'est un régime omnivore, hein, il y a pas d'excuse, c'est pas végétarien, c'est simplement de manger maximum cru, pas de céréales à gluten, pas de produits laitiers à base de lait de vache, et lui, il dénote 30 ans d'expérience sur 20 000 cas, sur pathologie par pathologie. Alors vous avez un livre qui est l'alimentation à troisième médecine, qui est un pavé qui fait 800 pages, je vous conseille pas, sauf si vous les fouillez, mais il y a la version simplifiée qui est sortie l'année dernière, qui fait 150 pages, qui est très accessible. Tu as lu? Voilà. Franchement, c'est quelque chose à vous offrir ou à offrir. Ça va vous offrir un regard bien expliqué, médical, mais vulgarisé. Et puis il y a des idées de recettes. Enfin, vraiment, c'est très bien fait. Vous ne vous privez de rien. Vous n'excluez pas d'aliments hormis ceux à gluten et lait de vache. Il y a 3 repas par jour. Et vous comprendrez plein de choses. C'est un excellent pédagogue. Jean Seignalais, donc S-E-I-G-N-A-L-E-T, donc c'était travaillé à la faculté de médecine de Montpellier. Voilà, pour moi, il a écrit les bases de l'alimentation santé, basées sur 30 ans d'expérience et des dizaines de milliers de cas qui rapportent dedans avec des études. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Est-ce que vous avez des... J'en ai fini là. Déjà. Est-ce que vous avez des questions? Juste une question. Donc, est-ce qu'il faudrait faire une période de jeûne? Alors, si on constate que, tu vois, tout est en 2 temps, c'est-à-dire tu as l'activité, tu as le repos, et ben tu as une activité digestive, il faut un repos digestif. Après, tu peux le voir de différentes manières. Il y a quelque chose qui est très populaire en ce moment, là ça explose dans le milieu du sport, je travaille beaucoup avec les sportifs, c'est le jeûne intermittent. Jeûne intermittent, par exemple, c'est de dire on ne mange que sur une plage de 8 heures par jour. C'est-à-dire, moi c'est ce que je fais depuis 10 ans, je ne mange que de 13h à 20h. C'est le fasting. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça. Donc là déjà, c'est mettre ses intestins au repos pendant 16 heures. Donc ça, c'est une forme déjà de jeûne qui est pas mal. Puis après, tu peux avoir différentes... comment 13h à 20h, donc tu fais plusieurs repas. Non, même pas, tu fais 2 repas. En fait, par exemple, imaginons que tu manges tes 1500 calories en 3 fois, matin, midi et soir, bah tu vas manger tes 1500 calories en 2 repas. Et donc comme ça, quand je vous ai dit qu'il faut laisser les organes au repos pour qu'ils puissent se régénérer, puis s'autolyser, tu laisses en fait la détoxination la nuit. C'est pour ça que vous avez la laine chargée le matin, parce que ça évacue par les poumons, et que vous avez les urines foncées, parce que ça évacue par les urines. Et c'est pour ça qu'on appelle déjeûner. On casse le jeûne. Ok ? On le sait, hein, tout ça. Tout ce que je vous apporte là, c'est empiriquement connu depuis des millénaires.
Et donc, on étend cette période-là du nettoyage de la nuit. Donc, si tu continues, tu vas pas arrêter, comme quand je parlais de l'estomac qui travaille, puis qu'on arrête en remangeant. C'est la même chose pour tous les organes. Vu que t'es allongé la nuit, que tu fais rien, toute l'énergie, le renouvellement cellulaire, puis l'évacuation des déchets se fait la nuit. Pour ça qu'il y a une selle le matin. Enfin, bref, vous connaissez tout ce que j'ai décrit. Qu'il y a un peu plus de transpiration. Les gens qui mouillent beaucoup les draps parce qu'ils transpirent. C'est de la détoxination la nuit. Et les gros signes de détoxination montrent surtout des gros signes d'intoxication. Et plus vous allez modifier votre hygiène de vie et laisser le temps au corps à l'organisme de se modifier, plus vous verrez que ces signes d'intoxication vont diminuer. Les urines seront moins chargées, les selles moins odorantes, la transpiration moins acide, moins abondante, etc., etc., etc. Donc déjà, ça c'est une première approche. Après, tu peux te dire, une journée par semaine, je mange que des fruits. Après, tu peux te dire, je vais manger que des fruits. Après, progressivement, tu dis, je vais juste manger des fruits le midi et le soir. Je vais juste manger des fruits le midi. Puis après, tu diras, tiens, je vais essayer de boire que des liquides sur la journée. Tu fais ton expérience tranquille, mais ça se fait très bien. Et les moments où moi je me prive de nourriture, pour revenir à la question pour ta fille, c'est tout le temps où moi j'ai besoin d'être présent là. Donc je recommande aux gens, quand il y a des réunions importantes, quand on doit être vraiment concentré sur son boulot, ne mangez pas. Et toute votre disponibilité, elle est pour ça. De toute façon, vous voyez bien, sans vouloir vous priver de nourriture, quand vous faites quelque chose qui vous prend ou qui vous passionne, vous oubliez de manger. Mais parce que vous n'avez pas faim en fait. Parce que vous avez oublié quoi? L'horloge qui est pas là. C'est simplement l'horloge qui vous dit il faut manger, ce réflexe-là, mais quand vous êtes occupé, quand votre mental est là, alors que si vous aviez vraiment une faim, vous devriez être tordu de douleur, ce qu'a l'enfant, lui il déclenche des douleurs pour signaler à la maman qu'il doit manger, parce que lui il n'a pas d'autre moyen verbal. Donc lui il a des spasmes dans l'estomac douloureux, volontaires, tant qu'il ne peut pas communiquer consciemment. Le corps est merveilleusement bien fait. Donc observez-vous, sautez des repas juste pour voir ce que ça fait, mangez un peu différemment le soir, essayez de sauter un repas du matin, mangez du matin avec des fruits, faites vos expériences. Il y a que vous qui aurez raison par rapport à vous-même. C'est-à-dire que moi je vous donne des exemples génériques et je vous invite à expérimenter, mais il y a uniquement vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous en définitive. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a amené des pistes. À bientôt.